Podcast chez Kevin, en collaboration avec Hockey Ballers, Bull Nutrition, DA Sport. Rénovation calfeutrage Alcam, Deck RDP, Future Generation Sport Collection Card, Cadence virtuelle, FDHL, All-Star Cup, Golden Break, Sliders Keepers, AAD Lab, Gestion Arvika Inc. McDonald, La Voûte Sportive, Deck pour qui Sabrevoix, Focus Gardien de but. Prépare-toi, l'échec arrive en direct dans ton écran dans quelques instants. Édition du 29 juillet 2025. C'est parti! C'est l'échec avant où le sport s'anime. Des départs passionnés, des moments sublimes. Du hockey, de la NHL au touchdown de la NFL. On vit chaque instant, on brille intensément. Les statistiques en main, on décrypte chaque jeu. Les frappes de la MLB au but ambitieux. La MLS qui monte la CFL en force. Chaque discipline nourrit nos échanges, nos ressources. C'est plus qu'un micro, c'est un rendez-vous. Une équipe, une passion, un esprit fou. On plonge dans les faits, on questionne, on apprend. L'échec avant, c'est le sport différent. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à votre échec avant, le podcast sportif, là, où tous les amateurs de sport se donnent rendez-vous en grand. Édition du 29 juillet 2025, dans une édition 100% LCF premier début. Et oui, vous voyez sur votre écran l'image à l'effigie du segment LCF premier et les buts. Ce soir, voici les sujets pour vous lors de ce podcast. Tout d'abord, et oui, on va faire un retour sur les dernières semaines d'activité dans la LCF. Retour sur les semaines 6, 7 et 8. Ensuite, un survol au niveau des statistiques et des classements dans la LCF. Et on termine avec nos fameuses prédictions de la semaine numéro 9 dans la Ligue canadienne de football. Juste avant de débuter avec le sujet du podcast de ce soir, la LCF, je veux d'abord et avant tout, Cédric, revenir sur les derniers jours parce que dans la vie autre le sport, il y a des humains. Et ces humains-là, que ce soit des travailleurs comme nous, que ce soit des vedettes dans le monde du sport, dans le monde du cinéma, peu importe le type de vedettes qu'ils sont, ça reste que, avant tout, ces gens-là sont des humains. Et il y a eu plusieurs décès dans les derniers mois, dans les dernières semaines, mais surtout dans les derniers jours. Et c'est rare que je fais ça, mais je veux y revenir rapidement parce que je trouve que c'est important de le faire. Premièrement, Ozzy Osbourne, la semaine dernière, qui nous a laissé, moi personnellement, je suis pas un grand connaisseur d'Ozzy Osbourne, mais on sait tous qui est Ozzy Osbourne, l'image que représente ce gars-là. Je sais pas si toi, tu es peut-être plus familier là, de ce côté-là que moi. Puis, je suis pas mal dans le même bateau que toi, je connais pas tant son répertoire, mais c'est quand même un artiste très connu, très respecté, donc c'est quand même dommage là, d'apprendre cette nouvelle-là qu'on a appris là, au cours de la semaine dernière. Exact. Donc, tu sais, c'est la légende, c'est ce que représente le personnage, la personne en question. Donc, tout simplement, là, offrir nos plus sincères condoléances à la famille. C'était important pour moi de le faire. Autre légende, et là, peut-être que ça va te toucher un peu plus, même si c'est plus nos parents, nos oncles, les gens plus vieux que nous qui l'ont connu. Hulk Hogan, qui... dans les dernières semaines, nous a malheureusement là, quittés. Quand même, là, de 1953 à 2025, Hulk Hogan qui
est décédé à l'âge de 71 ans quand même. J'ai envie de dire, c'est pas tant vieux, mais de l'autre côté, avec la carrière qu'ont les lutteurs quand même, parce que, tu sais, je suis pas un grand connaisseur, mais on sait tous la forme physique que ça demande. Tu sais, ça reste un sport qui est dur physiquement. C'est beaucoup de travail, de maîtrise, de position. Je pense qu'il était malade. J'ai pas trop lu les détails, mais quand même, là, ça reste un grand de la lutte là, qui nous quitte. Ouais, il venait d'être opéré à la gorge, si je me trompe pas, avait de la difficulté à parler, puis quelques jours après, ça s'est empiré, puis il est décédé suite à cela. Mais oui, effectivement, ça me touche peut-être un peu plus que Ozzy Osbourne de mon côté. C'était le lutteur favori à ma grand-mère plus jeune. Donc, ça touche un peu plus personnellement. C'est sûr que euh, peut-être qu'il y a des gens que ça touche moins. On sait que c'était peut-être pas la meilleure personne de l'histoire, mais on peut pas nier qu'est-ce qu'il a fait pour la lutte au cours de sa carrière. Puis comme tu dis, effectivement, 71 ans, ça sonne pas nécessairement comme très vieux, mais la thérapie du sport était pas au niveau qu'elle est aujourd'hui. Puis dans le temps qu'il luttait, c'était peut-être beaucoup plus stiff, donc il aurait pu partir beaucoup plus tôt. Il y en a beaucoup de son époque qui nous ont quittés beaucoup plus tôt, là, Macho Man, Ultimate Warrior, des gars comme ça qui sont partis beaucoup plus tôt. Donc il aura duré quand même assez longtemps. Très malheureux lui aussi de le voir partir dans la dernière semaine. Un grand du monde de la lutte qui nous quitte, hein, Hulk Hogan. Sympathie à la famille, repose en paix. Autre décès auquel je veux parler, et ça me touche un petit peu plus personnellement, un petit gars de Joliette, tu l'as peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, Christophe Babin, qui était un joueur là, de l'équipe Prospect de la Serencia de Joliette, a connu quand même une belle carrière là, au niveau junior, au hockey, a joué dans le 3A pour Joliette. A connu une très très belle carrière. C'était un excellent joueur de hockey. Christophe Babin qui malheureusement nous a quittés dans les derniers jours. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça a été somme toute un choc. Tu t'attends pas à ce qu'un jeune de 19 ans finalement décide de mettre fin à ses jours. Alors sympathie à la famille de Christophe Babin. Pour ceux et celles qui voudraient lui rendre hommage, là, je sais que la journée en question sera le 9 août prochain. Et j'ai envie de terminer en disant la vie parfois n'est pas facile. On est amené à vivre des situations positives comme on peut être amené à en vivre des difficiles puis des vraiment tough. Un 866 appelle tout simplement. Si vous avez des idées noires, des problèmes, vous voulez parler, je suis même sûr qu'au-delà de ça, vous avez des amis, des membres de la famille. Il y a d'autres solutions que de mettre fin à ces jours. Donc n'hésitez pas à lâcher un coup de téléphone quand vous sentez que ça va vraiment pas bien puis que vous êtes sur le bord de faire un tel geste qui pourrait être non seulement critique pour vous-même, mais critique pour les gens autour de vous. Parce que notez du fait que dans la situation de Christophe Babin, qui malheureusement a mis fin à ses jours, il laisse dans le deuil sa famille qui pour le restant de leur vie, vont avoir cette peine-là sur la conscience. Donc, n'hésitez pas, très important, le 1866 appelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, si vous avez besoin de parler. Maintenant, rapidement, avant de passer à la LCF, le 1er novembre prochain, en direct du centre HBLL Laval, le complexe HBLL Laval, l'édition All-Star Cup 1er novembre 2025. Voilà, c'est officiellement là, ouvert pour les inscriptions. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Plusieurs catégories, MR, MD+, ED, MEFR, D+. Donc, vous voyez là au tableau les catégories et les heures là, auxquelles les catégories devraient se disputer les rencontres. 3 parties garanties, 4 contre 4, 585$ par équipe. En terminant, samedi prochain, le 2 août, à Joliette, le Pro Style Lettrage de Lévis
rendra visite à l'Assurantia de Joliette dans la Ligue nationale de hockey-ball pour le deuxième match et troisième match si nécessaire. Les deux équipes vont se disputer le match numéro 1 en direct de Lévis vendredi le 1er août prochain. C'est ensuite le 2 août que ça va se dessiner avec le match numéro 2 et le match numéro 3 si nécessaire. Et rien de confirmé encore, mais je devrais être à la tête de la description en direct pour cette rencontre et également annonceur pour l'Assurantia. Reste des petites formalités là, mais je vous dirais là, qu'à 98%, je devrais faire mon retour derrière le micro. Alors voilà, le rendez-vous est lancé. Ça devrait être Salcombe, ça va être une excellente soirée et en plus à l'extérieur, quoi de mieux? Cédric, le sujet de la soirée, la Ligue canadienne de football. On revient sur la semaine 6, 7 et 8. Et là, je vais y aller en rafale. Je ne vais pas revenir sur les scores de tous les matchs parce qu'on n'en finira plus. Mais, somme toute, lors de la semaine numéro 6, le Calgary l'avait emporté sur la Saskatchewan. Hamilton l'avait emporté sur le Rouge et Noir. Les Lions de la Colombie-Britannique l'avaient emporté aisément contre les Elks d'Edmonton, qui de mémoire j'avais mis victorieux parce que je ne croyais pas aux Lions de la Colombie-Britannique. Semaine numéro 7, dans un match chaudement disputé, puis on va y revenir, les Alouettes qui l'ont emporté 26-25 aux mains des Argonauts de Toronto. 41-20 les Stampeders sur les Blue Bombers, 33-27 à Saskatchewan sur les Lions et 30-15 Hamilton contre le Rouge et Noir d'Ottawa. Semaine numéro 8, dans la dernière semaine qui vient de se jouer dans la Ligue canadienne de football, les Alouettes, avec un héros en José Maltos, un botté de plus de 57 verges de mémoire, réussi dans la dernière minute du match pour permettre aux Alouettes de sauver avec la victoire 23-21 à Calgary. La Saskatchewan qui l'a emporté 21-18 sur Edmonton. Les Argos 31-17 sur les Blue Bombers et les Lions qui l'ont échappé contre les Ticats 37-33. Le classement dans l'Est, Hamilton qui l'aurait cru premier dans l'Est présentement à égalité avec Montréal à 5 victoires et 2 défaites, mais quand même, qui l'a cru après une saison plus que difficile l'an passé avec les Ticats qui ont conservé le dernier rang dans l'Est puis dans la Ligue pendant le 3/4 de la saison, j'ai envie de dire, c'est pas même toute la saison. Toronto, 3e à 2-5 et Ottawa qui, l'année passée, connaissait un excellent début de moitié de saison. Cette année, on dirait qu'ils reprennent leur dernière moitié de saison, la saison passée. Une victoire, 6 défaites pour le Rouge et Noir d'Ottawa. Dans l'Ouest, Saskatchewan, 6-1, premier rang. Calgary, 5-2 au deuxième rang. Winnipeg, 3-3 au troisième rang. La Colombie-Britannique, 3-5 au quatrième rang. Et Edmonton, 1-5 au cinquième rang. Winnipeg et la Colombie-Britannique sont à égalité avec 6 points. Mais la Colombie-Britannique a joué 2 matchs de plus que Winnipeg. Cédric, j'ai envie de te demander, avant d'aller vers les statistiques, si on fait un tour du classement comme je viens de le faire, quelles sont tes surprises et quelles sont tes déceptions depuis le début de la saison? Je pense que la surprise la plus facile, c'est évidemment Hamilton. On l'a dit, là, la saison passée, c'était vraiment pas facile. On a été capable d'aller chercher 5 victoires en 7 matchs, dont une contre les Alouettes quand même, donc c'est pas rien. Donc c'est la surprise facile. Sinon, d'autre part, je pense que Calgary me surprend dans l'Ouest. Eux qui ont terminé la saison en queue de poisson, là, c'était complètement n'importe quoi, une série de défaites qui se terminait plus en fin de saison. Puis là, finalement, on va chercher Vernon Adams pendant la saison morte. Et Calgary remonte beaucoup au classement, dépasse BC et Winnipeg. Donc, ça serait ça pour mes surprises. Niveau déception, je pense que, encore une fois, la facile, c'est les Lions qui, on pense à chaque année qu'ils ont une grosse équipe. Puis là, finalement, on se rend compte que peut-être que c'était pas l'équipe qu'on pensait au début de la saison. 3 victoires, 5 défaites, c'est pas ce qu'on attendait d'eux. Et dans l'Est, je dirais évidemment aussi là, Ottawa, 1-6,
qui avait connu une saison assez correcte l'an dernier, puis finalement, ça s'effondre cette année. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe à Ottawa, mais je pense qu'on va vouloir du changement cette saison. Si ce n'est pas cette saison, clairement dans la saison morte, il va y avoir des très gros changements à Ottawa. 100% d'accord avec toi. Assurément Hamilton qui est la surprise depuis le début de la saison. Eux qui en 2024 ont été catastrophiques. Et je sais pas si je vais être en mesure de le voir. La saison passée, c'est 7 victoires, 11 défaites, 14 points en 18 matchs. Et cette année, en 2025, déjà 10 points après 7 rencontres, 5 victoires, 2 défaites. Assurément la surprise dans la Ligue canadienne de football. De l'autre côté, je suis d'accord avec toi. La Colombie-Britannique, j'ai envie de dire, depuis la blessure de Vernon Adams l'an passé, nous ont déçus. On a débuté en force de mémoire. Peut-être qu'après 8 matchs, on était 7-1. Tout allait à fond de train avec Vernon Adams. Il s'est blessé, a raté plusieurs semaines. Nathan Rourke est apparu. Ça a été la débandade du côté des Lions. Cette année, on a laissé partir Vernon Adams, qui est rendu à Calgary. On a fait confiance à Nathan Rourke et honnêtement, je pense qu'on ne se le cachera pas, c'est pas la décision du siècle. Rien ne fonctionne du côté de BC. Oui, on a 3 victoires, mais ce n'est pas des victoires vraiment convaincantes. À moins de me tromper, là, on est capable de mettre des points au tableau. C'est pas la question. Mais jusqu'à présent, on a battu Edmonton. OK, on a battu Montréal par un point qui a été donné par un règlement complètement stupide. On va se dire à la fin de la rencontre entre les Lions et Montréal. Puis sinon, on mange des dégelés depuis le début de la saison. C'est simple. Sur 3 victoires cette saison, on a battu Edmonton qui est en arrière de nous 1-5. Fait que, tu sais, je veux dire, enlève ces 2 matchs-là. Présentement, les Lions ont une seule victoire. Là. Donc, les Lions sont assurément la déception. Au niveau des statistiques par la passe, Bo Levi Mitchell, 2201 verges. Nick Arbuckle, on va y revenir sur Nick Arbuckle, 2007 verges en 7 matchs. Vernon Adams Jr., 1913 verges par la passe. Nathan Rourke, 1896. Et Trevor Harris, 1894. Au sol, Butler du côté de BC à 619 verges. Miles à Calgary, 544. Ensuite, Ouellet, Shantam Arlington et Oliveira complètent le top 5. Réception maintenant. Hatcher du côté de BC, 691 verges. Lauer, 673 du côté d'Hamilton. Coxey du côté de Toronto, 587. Johnson qui complète le tableau des 500 avec 503 du côté de la Saskatchewan. Et Tyler Sneed du côté de Montréal à 440. Au début de la saison, du côté de Toronto, on était un peu en interrogation. On se disait, Chad Kelly, assurément, va retrouver son poste. On se le rappelle, s'est blessé l'an passé en éliminatoire, finale de conférence contre les Alouettes. N'a pas terminé la rencontre et c'est Nick Arbuckle qui l'a terminé. Les Alouettes, trop peu trop tard, n'ont pas été capables de revenir dans le match et Toronto s'est sauvé avec la victoire. Cette saison, en 241 tentatives de passes, c'est 172 passes complétées pour un pourcentage de 71,4. Il a l'un des meilleurs pourcentages chez les corps ayant disputé la totalité des matchs de la saison jusqu'à présent. Il a la meilleure moyenne pourcentage de réussite de passes complétées. Jusqu'à présent, c'est 11 passes de toucher, 8 interceptions. Ça, c'est un des pires avec Zach Collaros dans la Ligue canadienne de football. 3 échappées. Es-tu surpris de la saison de Nick Arbuckle à Toronto? Parce que, au-delà de la saison qu'il connaît, Toronto n'est pas dans une bonne position. Non, c'est certain qu'on n'est pas dans une super bonne position, mais c'est sûr que c'est quand même surprenant
Je pense qu'il y a eu une belle chance quand Chad Kelly s'est blessé. Il a prouvé qu'il était capable encore de tenir dans la CFL comme partant. Je pense que oui, effectivement, c'est surprenant de le voir continuer sur cette lancée-là dans la saison suivante. Ça aurait pu complètement s'effondrer là, pendant la saison morte. Il aurait pu juste être sur un high de fin de saison de série pour aller chercher la Coupe Grey. Ce qui me surprend peut-être plus, c'est qu'une équipe qui a gagné la Coupe Grey se retrouve avec une fiche négative en début de saison. On avait quand même une bonne équipe du côté de Toronto. On était capable de battre Montréal l'année passée. Pas eu beaucoup de changements à l'effectif pendant la saison morte. Puis là, on se retrouve avec une fiche de 2-5. C'est peut-être plus ça qui me surprend. Je pense que c'est pas nécessairement de la faute à Arbuckle. Oui, les interceptions, mais il joue quand même très bien. Il lance pour beaucoup de verges. Même s'il y a quelques interceptions, malgré tout, je pense qu'il joue pas du mauvais football. Donc, très surpris de manière positive pour Arbuckle, mais surpris de manière négative, malgré tout, par les Argonauts au total, finalement. Vernon Adams Jr. qui s'amène à Calgary. Lui, pour l'instant, tout va bien. Bon Levi Mitchell. Puis on se le rappelle, pour Levi Mitchell, on en a parlé constamment la saison passée. On se disait, ce gars-là est parmi les tops de la ligue. Des verges à côté. Les Ticats étaient en difficulté. Selon toi, qu'est-ce qui fait en sorte que il y a eu un revirement de situation du côté d'Hamilton? C'est dur à dire parce qu'on voyait l'année passée que la défensive semblait être le problème. Si on allait chercher beaucoup de verges, on marquait relativement assez de points pour gagner des matchs normaux. Là, cette saison, on dirait que l'attaque a pris un step de plus pour aller chercher encore plus de points. Parce que si tu regardes les points qu'on accorde, c'est pas la défensive qui fait la différence depuis le début de la saison. On a accordé un 38 à Calgary semaine 1, un 28 en Saskatchewan la semaine 2. On n'a pas joué la semaine 3. On a accordé 17 aux Alouettes dans la victoire, probablement le meilleur match défensif des Ticats. C'est un 38 contre Toronto, mais on est allé chercher 51 points pour battre les Argos. On donne des gros pointages à tous les soirs, mais on est capable d'aller chercher plus de points que l'autre équipe. Donc, je pense que c'est ça qui fait la différence. Quelques victoires qui sont faites avec des matchs plus défensifs contre Ottawa, 15 points, mais quand on parle d'Ottawa pour l'instant, c'est pas l'équipe qui a mis le plus de points au tableau. Donc, je pense que l'offensive a pris un meilleur step. Je pense que peut-être que les receveurs de passe vont chercher des verges plus importantes. C'est Levi Mitchell a lancé pour beaucoup de verges la saison dernière, mais on ne se rendait pas nécessairement dans le top au niveau des touchés pour Mitchell. Donc, je pense que c'est vraiment l'offensive qui fait la différence cette saison. Au début de la saison, du côté des Alouettes de Montréal, on était très, très... j'ai envie de dire, les partisans voyaient les Alouettes là, aller jusqu'au bout. Une confiance fumante envers Davis Alexander. Là, on se le cachera pas, il y a un problème chez les Alouettes. Et j'ai envie de dire que c'est la fragilité de Davis Alexander. On a un corps arrière substitut qui ne fait pas le travail. Moi, je m'excuse, mais McLeod, Bethel, Thompson, c'est pourri. Puis c'est dommage, mais si l'équipe avec qui il était avant l'ont laissé aller, c'est pas pour rien. Faisait pas la job ailleurs. Ne fait pas la job ici. J'ai envie de te demander, est-ce que tu t'attends à ce que Danny Machocha, si Davis Alexander n'est pas capable de revenir à 100%, il ne retrouve pas son air d'aller, est-ce que tu t'attends à ce que Danny Machocha trouve un moyen d'aller chercher un autre corps arrière meilleur que Bethel Thompson pour seconder Davis Alexander? Moi, je pense qu'avant d'aller chercher un autre corps arrière, on se doit de laisser une petite chance à Caleb Evans, qui est laissé en arrière depuis plusieurs saisons. C'est le dernier match, si je ne me trompe pas, on lui a donné évidemment le mandat de faire la faufilade du corps. C'est lui le spécialiste chez les Alouettes, puisque c'est pas le corps partant, évidemment. À la suite de cette faufilade du corps, on lui a donné un snap avec le ballon. Il a pris cette opportunité-là pour lancer une flèche à Tyler Snead, si je ne me trompe pas, sur les lignes de côté pour 42 verges de gain. Puis on l'a tout de suite retiré pour remettre pas Levi Mitchell, mais McLeod Bethel Thompson. Je comprends pas pourquoi c'est pas Caleb Evans qui a terminé ce match-là, honnêtement. On n'avait rien niveau offensif avant cette passe-là, vraiment. C'était pas un beau match offensif. Donc, je suis d'accord avec toi, je pense pas que Bethel Thompson fait le travail pour les Alouettes.
il a un peu dérouillé dans le dernier match. On a pas mal fini le match en deuxième demi. Est-ce que ça va être soutenable? Je sais pas, j'espère. Je suis d'accord avec toi, cependant, que ça me dérange peut-être un petit peu la fragilité de Davis Alexander. On l'a vu quand Alexander sur le terrain, les Alouettes semblent être vraiment difficiles à arrêter quand ils ont le ballon. Pour moi, ça part de la mobilité d'Alexander. Tu regardes un gars comme Bethel Thompson, quand il lance, il bouge pas. Il va rester fixe, puis tu le sais qu'il va lancer, tu le sais qu'il courra pas quand il reste fixe comme ça. Puis s'il roule sur le côté, soit il lance une interception, soit il lance dans le vide, soit il se fait ramasser. Puis c'est terrible, C'est les un passes corps arrière dangereuses qu'il old fait. Là. school. Absolument. Puis c'est un corps arrière old school. C'est un gars qui court pas, mais il a pas nécessairement. Il a la force, il a clairement la puissance. Mais je pense que c'est les lectures de jeu qui semblent être difficiles pour Bethel Thompson. Donc, c'est sûr qu'il fait pas le travail, mais comme je dis, je vois pas comment on peut ne pas donner la chance à Caleb Evans. Là, je pense que Bethel Thompson va être le partant juste par le fait qu'on est allé chercher la victoire. Il nous a pas coûté le match nécessairement, mais il aurait pu. Honnêtement, à regarder le match, c'était une bataille de mauvaises décisions et de mauvaises passes des deux côtés. Vernon Adams n'a pas eu un meilleur match que Bethel Thompson, lançait des passes dans les mains des Alouettes. Je pense que c'est ce qui fait que les Alouettes ont des difficultés aussi. Honnêtement, la défense par la passe est pas idéale non plus présentement. Je pense qu'il y a du travail à faire de ce côté-là qui pourrait enlever de la pression sur les épaules de Bethel Thompson. Mais je pense que Caleb Evans serait le choix logique, selon moi, pour honnêtement débuter le prochain match. Je trouve que Bethel Thompson ne fait pas le travail. Caleb Evans, en un jeu, m'a montré du potentiel qui pourrait être meilleur que Bethel Thompson. Je pense que ça devrait passer par là. S'il fait pas le travail et on n'a pas d'option, évidemment, je pense que les Alouettes sont dans une situation où tu peux pas te permettre de laisser le reste de la saison aller et de pas gagner de match. Évidemment, on a une équipe bâtie pour se rendre loin. Donc, je pense que tu peux pas abandonner si ça fonctionne pas. Donc, on va devoir bouger rendu là si on se rend là. Mais pour moi, je pense que Caleb Evans serait peut-être capable de faire le travail. Je pense qu'on se doit de lui donner une chance. 100% d'accord avec toi. On vous rappelle là, que les Alouettes ont remporté le dernier match par la peau des fesses 23-21 sur un botté, une tentative là, de 3 points d'Osé Maltos historique de plus de 57 verges qui a par la suite donné la victoire aux Alouettes. Allons vers la semaine numéro 9, Cédric, et les fameuses rencontres du jeudi 31, vendredi 1er, samedi 2 août et samedi 2 août. Jeudi, le 31 à 19h30, les Stampeders de Calgary rendent visite aux pauvres Rouges et Noirs d'Ottawa. Et je pense que, sans surprise, les Stampeders vont lessiver le Rouges et Noirs. Absolument, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est une prédiction assez facile à faire. Tu regardes les débuts de saison des deux côtés. Calgary a facilement un avantage défensif et offensif. Donc, je vais avec Calgary aussi. Et on regarde là à quel point ça va pas bien du côté du Rouge et Noir. Là. Drew Brown, qui a joué 4 matchs jusqu'à présent, a quand même un taux de réussite de 73,1%. Complété 95 de ses 130 tentatives de passe pour 1078 verges. L'an passé, Drew Brown a quand même fini dans le top 3. Dans le top 5 des meilleurs carrières de la ligue. Là. C'était 312 passes complétées en 464 passes tentées pour 3959 verges. Je te pose la question, est-ce que c'est un manque de confiance? Est-ce que c'est la game de la deuxième année? Y a-t-il un facteur qui peut venir jouer en ligne de compte? Je suis pas quelqu'un qui suit vraiment le rouge et noir, mais est-ce qu'on a perdu des gros morceaux à l'attaque qui peut-être affectent Drew Brown? Est-ce qu'il a été blessé? Parce que là, je me dis, il a joué 4 rencontres sur 7. Je pense qu'au début de la saison, il s'est blessé. Y a-t-il quelque chose qui Je fonctionne pense pas qu'on au peut peut-être final? parler de problème de confiance. Je pense qu'il y a peut-être eu une blessure, mais si je me souviens bien, il y a eu un ou deux matchs où il a été remplacé tout simplement parce qu'il faisait pas le travail. Donc, je pense qu'il y a peut-être un manque de confiance, effectivement. Puis, tu sais, on le voit souvent dans des deuxièmes saisons, là, peu importe le sport, au basket, au hockey, ça arrive souvent une deuxième saison qui est plus difficile que la première. Donc, il y a peut-être un peu de ça aussi. Mais comme tu l'as dit, tu sais, un taux de passes complétées là, de au-dessus de 70%, on se trouve quand même à être dans une bonne position. La défensive fait pas le travail du côté d'Ottawa. On laisse quand même beaucoup de points passer. Donc, c'est certain que ça aide pas.
On a même laissé 39 points là, aux Elks d'Edmonton. On s'entend que c'est pas en laissant 39 points à la pire équipe de la Ligue qu'on va se rendre bien, bien loin. Donc, je pense que c'est un peu de partout que ça colle pas du côté du rouge et noir. Je pense que la faute revient pas entièrement à Drew Brown. Est-ce qu'il pourrait peut-être faire mieux? Possiblement, là, lui mais qui a pas tant d'interceptions que ça. Je pense que la faute est un petit peu séparée sur toute l'équipe au complet. Je pense qu'on peut pas mettre ça entièrement sur les épaules à Drew Brown, même s'il y a peut-être une saison un petit peu plus difficile que l'année dernière. Les Blue Bombers de Winnipeg et les Argos vont se réaffronter après que les Argos aient remporté le match de la semaine dernière en direct de Toronto par la marque de 31-17. Cette fois-ci, on sera vendredi le 1er août prochain à compter de 20h30 du côté de Winnipeg alors que les Argos seront les visiteurs. Somme toute, statistique intéressante chez les Argos depuis la semaine numéro 2. On a plus de 25 points en moyenne marqués par match. Du côté de Winnipeg, c'est beaucoup plus difficile dans les dernières semaines. C'est en moyenne 20 points et moins mis au tableau. En raison de cette statistique et du fait que les Argos là, ont une puissance offensive, je vais me ranger du côté de Toronto pour cet affrontement. Je suis d'accord avec toi. Nick Arbuckle qui a connu un très bon départ la semaine dernière. Je pense qu'il va être capable de répliquer ça contre la même équipe. Je pense que ça va être des stratégies similaires. Je pense que les Argos ont ce qu'il faut pour aller chercher un autre match de suite contre Winnipeg. J'ai parlé des Argos et de leur moyenne de points ainsi que Winnipeg. Du côté de l'affrontement entre les Elks d'Edmonton et les Ticats d'Hamilton, eh bien les Ticats, là, c'est plus de 25 points en moyenne, j'ai envie de dire même plus de 30 points en moyenne par match du côté des Ticats, mais on se situe dans les environs de 25 points et plus. Du côté d'Edmonton, c'est très 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 difficile, là. C'est un peu comme Winnipeg, là. C'est une moyenne de 20 points et moins mis au tableau. Edmonton qui, comme l'an passé, ne connaît pas une bonne saison. Est-ce qu'on a déjà lancé la serviette du côté d'Edmonton? Je ne sais pas. Mais chose certaine, Hamilton l'emportera à Edmonton samedi prochain à compter de 15h. Je suis 100% d'accord avec ça aussi. Je pense que c'est un autre match comme Calgary contre Ottawa qui est un petit peu facile à prédire. On a une équipe qui a un très dur début de saison, puis une équipe qui a un très bon début de saison. Donc pour moi, Hamilton aussi. Après un match à Calgary, on l'a emporté 23-21 du côté des Moineaux de Montréal. Et bien voilà qu'ils sont de retour au mythique stade Percival Molson, où ils recevront la visite des Rough Riders de la Saskatchewan. Et de mémoire, il faut de me tromper, c'est le deuxième affrontement entre ces deux équipes cette saison. Peut-être que je me trompe aussi. Oui, je me trompe. Donc c'est le premier affrontement entre les Rough Riders et les Alouettes. C'est peut-être un match préparatoire là, qu'on s'est affronté du côté des deux équipes. Deux équipes qui vont bien. Les Alouettes peut-être un peu moins bien là, avec la situation de Davis Alexander. On a parlé de lui tantôt. J'ai pas retrouvé un peu là, les nouvelles, mais est-ce qu'on sait s'il sera à son poste contre les Rough Riders? Malheureusement, il ne devrait pas l'être. Je pense qu'on l'a placé sur la liste de blessés de 6 matchs. Évidemment, on peut le retirer de la liste de blessés avant le total de 6 matchs. Je pense qu'il y a quand même un minimum de 2 ou 3 matchs, selon mes connaissances. Donc, ne sera pas de la partie contre la Saskatchewan. De plus, les matchs des Alouettes contre la Saskatchewan, on le sait, la saison dernière, c'était pas nécessairement les matchs les plus faciles non plus. Très bon jeu par la passe. Puis, comme j'en ai parlé tantôt, la défensive par la passe des Alouettes en arrache un petit peu dans les dernières semaines. Donc, je pense que ça va être difficile au niveau défensif, à moins que les Alouettes soient capables de se resserrer, si c'était ça le focus de l'entraînement de cette semaine, ce qui devait être le cas selon moi. Donc, ça devrait... Je m'attends quand même à un match assez serré. Je pense que pas Levi Mitchell, là, toujours leur nom se mélange. McLeod Bethel-Thompson a connu une bonne fin de match quand même, le dernier match. Donc, je m'attends à un match serré. Cependant, je pense quand même que les Rough Riders ont une meilleure équipe quand Davis Alexander n'est pas sur le terrain. Donc, je pense que la Saskatchewan va l'emporter par-dessus les Alouettes tout de même. C'est très, très rare qu'on va se mettre contre les Alouettes parce qu'on sait que les Alouettes sont puissants. Mais McLeod Saucisse Thompson,
Je n'ai pas confiance. Je suis désolé. Si on m'avait dit que Caleb Evans était le corps arrière, j'aurais peut-être changé mon fusil d'épaule. Mais McLeod Bethel-Thompson ne m'inspire pas confiance depuis ses débuts avec les Alouettes. Et je pense que tu as soulevé des points intéressants. Et du côté des Rough Riders, on est en pleine possession de nos moyens. On est tout feu, tout flamme. Trevor Harris qui est Trevor Harris au final. En 6 rencontres, c'est 142 passes complétées en 187 tentatives. C'est plus de 75,9% de taux de réussite du côté de Trevor Harris. Pour ce fait, et d'autant plus qu'on a une moyenne là, de points également supérieure à plus de 25. Même on a plusieurs matchs en haut de 30 points depuis le début de la saison. Je crois que pour cette raison, là, la Saskatchewan va l'emporter contre les Alouettes de Montréal. Donc, résumé rapide, là, semaine numéro 9, Calgary qui visite le Rouge et Noir à Ottawa. Toronto, les Argos qui visitent les Blue Bombers de Winnipeg à Winnipeg. Hamilton sera de passage à Edmonton et la Saskatchewan visite les Alouettes à Montréal. Mesdames et messieurs, ce soir, c'était un épisode 100% SCF, le segment premier début avec la voix mielleuse de votre échec avant, Cédric Paquette, toujours fidèle au rendez-vous. Cédric, on va souhaiter être de retour la semaine prochaine pour pouvoir revenir sur un laps d'une semaine. Ça a été des grosses semaines, là. Les vacances s'en viennent, on a hâte. Avant de se laisser, je suis pas sûr qu'on en a parlé, mais on va en parler rapidement. Joe Veleno, qui s'amène avec le Canadien. Tes impressions sur cette signature? C'est une signature de 4e trio. Ça prenait, selon moi, un 13e attaquant. Ça pousse probablement Sammy Blais en tant que 13e attaquant. Je pense que c'est un gars qui pourrait être utile aux Canadiens dans un rôle limité pour, je dirais pas remplacer Joël Armia, là, c'est pas ça que je veux dire, mais être un gars qui pourrait prendre de la place sur un désavantage numérique pour essayer de pas complètement tuer Nick Suzuki qui, semblablement, va jouer sur le premier trio les 2 vagues d'avantage numérique et si on signe pas un autre joueur de centre comme ça, allait jouer sur le 2e désavantage numérique. Donc je pense que ça pourrait peut-être être ça son rôle. Il jouera probablement pas tous les matchs de la saison. Je pense qu'on va laisser certains matchs à Sammy Blais quand même sur le 4e trio. Mais je pense que c'est un risque très bas. C'est un contrat presque au minimum de la ligue. S'il joue pas, il joue pas. Je pense que c'est évidemment pas la robustesse puis la vitesse de Michael Pezzetta, mais c'est un remplacement au niveau contractuel de la place sur le roster de Michael Pezzetta. Voilà les commentaires de Cédric en lien avec Joe Veleno, qui, comme l'a mentionné, là, c'est pas une signature qui va t'amener là, au cimetière. Ce n'est pas une signature qui est dangereuse à quelque chose comme 900 ou 950 000 $ pour une saison. 20h38, mesdames, messieurs, c'est ce qui met fin à ce podcast 100% SCF où on recouvre les activités de la Ligue canadienne de football. On se revoit la semaine prochaine pour un autre tour d'horizon de la Ligue canadienne de football. Cédric, on se dit à la semaine prochaine. Yes. Attention à tout le monde. À la semaine prochaine. Ciao. C'est l'échec avant où le sport s'anime. Des départs passionnés, des moments sublimes. Du hockey de la NHL au touchdown de la NFL. On vit chaque instant, on brille intensément. Les statistiques en main, on décrypte chaque jeu. Les frappes de la MLB au but ambitieux. La MLS qui monte la CFL en force. Chaque discipline nourrit nos échanges, nos ressources. C'est plus qu'un micro, c'est un rendez-vous. Une équipe, une passion, un esprit fou. On plonge dans les faits, on questionne, on apprend.